Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel, animation festive. Heureux de vous retrouver ce jour, la veille d'un mois sacré, un mois de paix et en même temps d'apaisement, le mois de Ramadan, Shahrun Karim, Inch'Allah, wa sana sa'ida li jami' al-muslimin, aynama kanu. Cœur du Maroc. Ce jour, nous aurons un invité de qualité, un invité qui a participé au salon Savinour pour nous parler de l'actualité, mais aussi de son témoignage par rapport à un événement qui a marqué plus qu'un sur la région, mais aussi sur d'autres pays, et notamment notre pays, le Royaume du Maroc. D'ici là, donc, on reste avec cette chanson. هذه النغمات الجميلة بهذا الشهر المبارك السعيد اللي نطلب الله تعالى يكون شهر الخير والبركة والسلم على جميع المسلمين وكذلك على بلدنا المحبوب قيادة وشعبا. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec le professeur عبد اللطيف الفكاك الغني عن التعريف. Professeur, bonjour. Bonjour, cher ami. مرحبا. Ramadan Moubarak Saïd pour tous les auditeurs à travers le monde. مرحبا وشكرا جزيلا سي عبد اللطيف الفكاك. قبل كل شيء نود ان تعطينا ولو واحد un petit résumé sur les préparatifs de ce mois sacré à Casablanca, voire dans le royaume. Selon la presse, car je ne suis pas dans le gouvernement, mais selon la presse, je pense que toutes les prévisions ont été faites en termes alimentaires, en termes de préparation. Je pense que les populations sont préparées, sont prêtes. On ne sait pas si c'est mardi ou mercredi que le ramadan démarre, mais en général, il n'y a pas de fluctuation du marché, il y a un contrôle des prix. Les prix sont relativement bas pour les féculents qui sont les grandes consommations du mois de ramadan. Niveau de la viande, le poisson, pratiquement les gens donc attendent avec impatience le ramadan, comme c'est un pays extrêmement religieux, islamique, et donc les préparations sont très bonnes. Le gouvernement n'a rien à signaler. En dehors, peut-être que vous le savez, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un décalage d'une heure qui a été dit déjà 2 ou 3 mois au niveau du monde entier, car il y a des avions, il y a des transports, il y a des correspondances au niveau du monde, donc on est obligé de connaître le décalage horaire. Justement. Pour que les Marocains puissent gagner au moins 1 heure. Alors les horaires sont définitifs, c'est de 9h jusqu'à 15h comme d'habitude.
C'est un mois de piété, c'est un mois de tolérance, c'est un mois de visite de l'ensemble des familles. Exact. C'est un mois de retrouvailles familiales et de sérénité. Exactement. Et de retrouvailles. Exactement. Voilà. Parfait. C'est Abdel El Fkak, parmi les intervenants dans le dernier salon Savinour, salon de la ville des deux rives de la Méditerranée, et une participation remarquable auprès d'un certain nombre de personnalités scientifiques, politiques, économiques, sur un niveau très élevé, côté français comme côté marocain, voire international. Je serais heureux si vous pouvez nous faire un feedback, donc un petit résumé par rapport à ce que vous avez pu vécu entre le 12 et le 13 mai dernier et son impact sur la relation France-Maroc avec les réalisations et les participants qui ont participé à ce salon Savinour. Très bien. Alors, je vais le faire en feu d'artifice, mais pas dans le détail, parce que tenant compte des minutes que nous avons, qui sont comptées au niveau de la radio, mais disons qu'au niveau politique, Savinour a été, je dirais, un acteur extrêmement important d'un changement de la collaboration entre la France et le Maroc. C'est donc une espèce il a fait figure d'une perspective de transformation et de développement des relations, voire la promotion des deux pays. La ville, je dirais, Savinour a été pendant les 2 jours le centre, je dirais, de la vie urbaine entre Casablanca probablement et Lyon, parce que certaines personnes au bureau d'études travaillent également sur le modèle de la marque Rabat et Casablanca. Ça a été également un tremplin, je dirais, du pluralisme des idées. Ça a été une source de renouvellement des valeurs, mais pour la première fois, de ce que j'appellerais une société de type entrepreneurial, mais pas salarial. Et c'était un lieu également d'émergence d'une élite aujourd'hui politique, économique. Et je pense que ces 2 jours à Lyon, ça a été un peu le baromètre de la stabilité de la vie de la société entrepreneuriale entre les sociétés de confiance et les sociétés de méfiance. Mais d'une manière générale, au niveau politique et au niveau économique. Au niveau politique, le salon, il a fait un boom car j'ai vérifié au niveau d'Internet et j'ai trouvé qu'il y avait plus de 20 000 personnes qui avaient écouté les émissions de radio en dehors du flux qu'il y avait. Il y avait cette journée, enfin ces 2 journées de Savinour ont été marquées par des conventions. Il y avait un hommage également qui était très important de Moulay Ismaïl. La deuxième chose qui me semblait extrêmement importante, c'est qu'il y avait 2 ministres qui ont assisté. Alors c'est Madame Filel Sharafat, qui est une secrétaire d'État de l'eau. Alors ça a été extrêmement important, et deux personnalités également, ou 3, je pense. Il y a eu le maire avec une délégation assez puissante qui a participé, le maire de Rabat, donc c'est Mohamed Sadeghi. Ouais. Il y a eu également le président de la commune de Ben Guerir, il y a eu le président du groupement des communes d'Al Rahamna. Il y a eu du côté français, il y a eu le vice-président de la région des Alpes-Rhône-Alpes, il y a eu le sous-préfet de l'Isère, et ça c'est au niveau politique. Au niveau donc scientifique, il y a eu un apport très important sur la notion des villes nouvelles. On a distingué aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler quelle est la ville attractive et la ville productif. Exemple, Casablanca est une ville productive, Marrakech est une ville attractive. Ce que gagnent les Casablancais vont le dépenser à Marrakech. Mais il y a des villes qui sont répulsives, des villes banlieusardes, des villes dortoirs, des villes bureaux. Et cette identité nouvelle était très importante parce que la mondialisation, rien ne lui est sacré, elle casse tout, elle détruit tout. Et là, les villes nouvelles doivent s'adapter, enrichir leur avenir, doivent avoir une mobilité intelligente, un transport intelligent, un écosystème de la population intelligente, un écosystème durable intelligent, et tous ces avantages comparatifs des villes à une autre
le Casablanca, Rabat, les gens qui ont assisté, ont compris ce que c'est aujourd'hui, ce qu'on appelle non pas le marketing des villes, mais le marketing des villes. Vendre une ville, quels sont ses avantages comparatifs, quels sont ses métiers, pour pouvoir attirer la population. Et donc la ville est devenue une marque. Voilà. Justement, c'est le cas, juste en récapitulant, il vient d'être dit, le Salon Savinour, bien entendu, a été, c'est un travail de la société civile, donc c'est un travail qui n'a rien à voir avec la diplomatie officielle, donc c'est un travail de la diplomatie parallèle, dans un but, bien sûr, de développer la coopération entre les deux pays, la France et le Maroc. La région Auvergne-Rhône-Alpes a participé d'une manière assez importante, bien sûr, avec les 25 communes de Rhamna et 23 communes de la CAPI, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, que le président de la CAPI, M. Jean Papadipello, n'est que le vice-président du pôle métropolitain et une collectivité, un groupement de collectivités qui a son mot à dire sur la région Rhône-Alpes. Certes, c'est une première à l'échelle internationale, qu'il y a une convention entre deux groupements de communes. Tout le monde a bien compris l'enjeu, et surtout cette ouverture groupements territoriaux. Donc c'est très important. Moi, je pense des interventions scientifiques, comme le cas, bien entendu, comme le cas de Madame Afilal, qui est la ministre de l'eau, qui s'est intervenu sur l'impact de l'eau en tant que factrice déterminante dans le changement climatique, sachant que ce salon a obtenu le label COP22. Ah oui, ça j'ai oublié de le dire, c'est extrêmement important. Et c'est bien dommage que la diplomatie marocaine, notamment je pense que les consuls n'ont pas assisté, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais ils doivent comprendre qu'un consul n'est pas forcément un individu qui est au niveau administratif, mais il doit être aussi dans la diplomatie parallèle, la diplomatie des relations internationales, et l'assistance est donc extrêmement importante pour que l'État puisse avoir aussi son mot à dire, au moins un de ses représentants. Il y a eu les représentants, bien sûr, ministériels, il y a eu les représentants des gens qui sont élus, mais il restait quand même la notoriété du consulat de Lyon, et c'est dommage. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup de formations à ces nouveaux, peut-être jeunes diplomates ou de consuls. Enfin, on fait une différence énorme entre l'ambassadeur qui est politique et le consul qui s'occupe uniquement des affaires administratives. Mais ils doivent ajouter aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, parce que c'est quand même, le monde est devenu, comme disait McLaren, je pense, que c'est devenu un village au niveau mondial, et que la diplomatie, que les consuls doivent avoir une formation supplémentaire pour faire de la diplomatie parallèle, de la diplomatie des villes, de la diplomatie militaire, de la diplomatie aussi des contacts et de relations, car la relation, le portefeuille relationnel, c'est un capital immatériel dont Sa Majesté en avait parlé, qui n'a pas de prix, mais qui a beaucoup de valeur de rayonnement pour la marque du pays, pour la marque des villes. Justement, voilà. C'est la question qu'on a posée depuis l'absence marquante de Madame la Consul générale du Royaume du Maroc à Lyon lors de ce salon. Cette absence non justifiée à ce jour, et surtout l'État français a été présent par l'intermédiaire de Monsieur le sous-préfet qui représente le préfet de l'Isère. L'État français a été présent dans ce salon, ainsi que la région, ainsi que la CAPI, et notamment la forte délégation ministérielle marocaine qui a été présente, et la convention qui est dédiée aussi à la promotion de notre pays, dans un moment où le Maroc entreprend une grande dynamique pour la promotion de la COP22, sachant le fait d'obtenir ce label COP22 pour Savinour, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est un travail de fond, et aussi c'est une reconnaissance institutionnelle de l'État marocain. Très bien. En tout cas, je tiens à préciser que l'intervention des scientifiques, notamment c'est Abdelaziz Adidi, c'est Abdellatif El Fkak, monsieur Abdellatif El Miraoui, qui est le président de l'université Qadi Iyad, monsieur Charles Sampron, Henri Vidé, et l'intervention de monsieur Hicham Berra en tant que directeur de la politique de la ville, et bien d'autres sont nombreux. Adidi. Voilà, c'est Abdelaziz Adidi, qui je l'ai signalé au départ, qui est le directeur
directeur général de l'INO, voilà, de l'Institut national de l'urbanisme et de l'aménagement au Royaume du Maroc. Et aussi le PIC avec Michel-André Duron et les grands ateliers, bien entendu, il y en a d'autres. Tout ça a créé un brassage d'idées. Il faut le dire et il faut bien le signaler, un brassage d'idées et qui a montré comme quoi le Maroc aussi a son mot à dire sur les problématiques de la ville et notre façon de voir la ville côté marocain qui a impressionné les partenaires français, notamment de la ville de Lyon, notamment avec Monsieur Flasseur, donc le directeur général Only Lyon, qui développe le marketing territorial de la ville de Lyon, et aussi il a impressionné bien entendu nos amis du PIC, nos amis aussi de la Lyonnaise des Eaux, qui étaient assez nombreux avec la participation du vice-président de la Lyonnaise, mais aussi le DG général de la LEDEC du Maroc. Oui, exact. Nous donc, avons pratiquement dîné avec tout ce beau monde, ces têtes d'affiche extrêmement importantes, avec le directeur général de l'IDEC, avec le directeur général qui est venu avec une forte délégation du Maroc, et il y avait des têtes d'affiche extrêmement importantes. C'est très intéressant parce que l'idée, c'est que simplement, nous, qu'est-ce qu'on cherche dans cette opération? Nous cherchons tout simplement que les décideurs, dès le départ, on l'a dit, c'est un salon professionnel, il est dédié pour les professionnels. Voilà, donc ce n'est pas un salon grand public, n'a jamais été un salon grand public. C'est un salon dédié à des gens professionnels, des compétences, des gens qui ont une expérience assez importante, qui ont participé et très activement. Et comme tu l'as bien dit, donc c'était avec fierté de rendre hommage à Moulay Ismail Alaoui, autant qu'ancien ministre, ancien secrétaire d'une partie politique, le PPS, mais aussi rendre hommage à Sir Abdelrahman Zahid, Posturne, qui est décédé également, et en même temps, presque la même période, donc avant le salon, quelques jours là. Voilà, que c'est Chabi. Exactement. الله يرحمهم كاملين يا رب العالمين في هذا الشهر الكريم وتعازينا الخالصة للعائلات ديالهم بجوج. C'est on va passer à un autre sujet qui est d'actualité. Je sais très bien que vous êtes un homme qui suit l'actualité de près, qui a eu déjà une vision depuis un certain temps. Moi, je pense qu'il y a un événement qui vient de se produire récemment et qui peut changer un petit peu les règles de jeu au sud du Maroc, dans le conflit artificiel, donc avec le Polisario, après la mort de M. Abdelaziz. Que ça représente pour vous ce décès de ce monsieur et son absence sur la scène politique? Alors nous sommes à la veille de Ramadan, on a l'habitude qu'on ait des amis ou des ennemis, on demande Allah yarham, hada kalima al-oula, qu'il repose en paix. Mais il est parti avec un bilan, un passif extrêmement grave qui restera dans l'histoire, mais ce n'est pas un événement pour le Maroc politique. D'abord, il n'existe pas pour nous, juridiquement parlant, en termes de reconnaissance de Polisario. Il existe plutôt un État qui s'appelle l'Algérisario. Le Polisario n'est qu'une appendice entre les mains de l'État algérien. Et nous connaissons l'État algérien. Donc, je dirais, c'est un non-événement. C'est un État, le Polisario, la RASD, mais c'est juste un parti politique, le Polisario, mais la RASD elle-même, c'est un État SDF. SDF dans le sens où sans domicile fixe. Il n'a pas de population, ce ne sont que des réfugiés. Ils ne sont pas déclarés, on ne sait pas le nombre. Ils n'ont pas de territoire et ils n'ont pas de vision de type politique. Ils sont rattachés à un cadavre qui est dans le coma depuis 30 ans et qui vit avec du bouche à bouche financier d'un État pétrolier qui aujourd'hui aussi souffre. Alors c'est un État qui est SDL. SDL veut dire, dans les années 63 ou même le Maroc, SDL veut dire une société de développement de type local. L'Algérie cherche donc à avoir une fenêtre sur l'Atlantique, car il y a beaucoup d'États atlantiques, et donc elles veut renfermer le Maroc de l'Afrique. Le Maroc est fondamentalement arabe, peut-être musulman, peut-être européen, peut-être sahélo-africain, mais en tout cas, il ne sera pas coupé de l'Afrique. La mort de Abdelaziz, qui est un Marocain, il faut le rappeler, qui va être enterré dans les terres de ses ancêtres. J'ai vu dans la presse, l'État marocain a permis son inhumation
au Sahara en leur mettant 2 tentes en dehors des 2 villes, Laayoune et Smara, mais il peut rester dans son quartier et ses parents, son frère, lui-même. Moi, j'ai connu son frère qui était donc un cadre de l'université. Son père vit ici sous la protection marocaine. Et donc, ce n'est pas un événement. Vous voyez bien, le Maroc refuse les terroristes, par exemple, de Bataclan, où les parents ont demandé de les inhumer au Maroc. Ça, il l'a refusé. Mais par contre, ici, c'est une mort comme une autre. Et là, on reconnaît quand même que le Abdelaziz est fondamentalement un Marocain, comme les autres. Alors donc pour nous, ce n'est pas du tout un événement. Ça ne changera rien, car on mettra un autre, peut-être un Marocain, peut-être un Mauritanien, ou peut-être un Malien, ou alors un Algérien, mais il va falloir qu'il trouve quelqu'un. Vous savez que le second du Abdelaziz, il n'y en avait pas, car il y a des problèmes entre eux, et donc maintenant nous attendons. Le Maroc a pris toutes les initiatives au niveau d'abord des affaires étrangères, en disant que, je rappelle l'idée, en prenant l'initiative en disant que Sa Majesté avait dit on fera une régionalisation anticipée spécifique pour la région du Sud, qui deviendra le Sud du Maroc, mais l'idée n'a pas fonctionné pendant 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le ministre des Affaires étrangères, et la symbolique est importante, c'est le ministère des Intérieurs qui part donc à l'ONU. L'idée est intégrée, nous avons récupéré notre territoire et ce n'est pas du tout une colonisation comme les appelle. Le Maroc a été zébré par l'Espagne, par la France avec des tranches comme un zèbre, et nous avons récupéré Ifni, nous avons récupéré doucement. Il reste encore 2 présides et les îles de Canaries éventuellement de l'Espagne qui sont sur notre territoire, qui sont dans nos eaux territoriaux. Et là, ce qui est donc, je pense, assez important, le Maroc a proposé une nouvelle idée, c'est la régionalisation de type avancé. Et là, il ne fait pas la régionalisation uniquement pour le Sahara, mais pour tout le Maroc. Et donc, c'est une idée géniale qui a permis de prendre un peu une initiative. On est un peu en avance. Et si les gens du Polisario veulent prendre le contrôle économique, eh bien, ils ont toute la latitude de le prendre et de nous montrer leurs compétences au niveau économique, puisque la région est complètement autonome, avec une autonomie universitaire, une autonomie, je dirais, enfin en dehors de la côté pédagogique, administrative et financière. Ils ont la transparence, ils ont la compétitivité, ils choisissent les hommes qu'ils veulent au niveau des élections, et la régionalisation devient une espèce d'outil comme les autres, en dehors de l'aspect régalien politique, c'est-à-dire la reconnaissance du roi, la reconnaissance de l'hymne national, la reconnaissance du drapeau, la reconnaissance de l'effigie du roi et la monnaie. Le reste, vous pouvez vendre, acheter ce que vous souhaiteriez et montrez-nous vos compétences et vos méritocraties, comme si un peu Monaco, si vous voulez, ou alors le Luxembourg, ou le Magira qui est je pense que c'est au Mexique, ou bien le Groenland, ou bien il y a beaucoup de territoires, ou bien comment on appelle ça, entre l'Espagne et le Maroc, là où il y a l'Espagne et la France, il y a un territoire donc au niveau des Pyrénées, je me rappelle plus comment il s'appelle. Andorre, voilà, il y a donc tous les 6 ans change le vizir, et ça s'appelle comme ça, entre les 2 pays, et donc c'est un État shopping, un État douanier qui permet de fonctionner, et donc ce n'est pas un État, mais donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils proposent. Malheureusement, vous avez des résistances qui sont d'ordre militaire, parce que les militaires en Algérie s'accaparent le commerce extérieur, et donc ils ont besoin de créer quelque chose pour avoir une crédibilité mais il faudrait qu'il y ait une ouverture, et je pense que la nouvelle génération, comme dit un peu Mao, lorsqu'on est incapable de gérer avec les gens qui sont assez vieux, qui sont séniles, qui sont moribonds, il vaut mieux avoir un peu de la jeunesse et de leur préparer le terrain pour que cette jeunesse, demain, en dehors des conflits traditionnels, religieux, territoriaux, peuvent éventuellement trouver des solutions à cette génération bien adaptées à eux. Voilà. Exactement. Mais la question, c'est ça, c'est un petit peu le côté marocain, j'ose dire. Mais je m'adresse à un homme d'analyse, un homme qui lit entre les lignes.
comment ça se traduit sa mort dans les territoires de Tindouf? Vous savez, quand il y a une mort, on demande, l'État algérien et les autres, ils demandent 40 jours de deuil avec les bernes des drapeaux, mais pour nous, ça ne nous concerne pas. C'est un individu qui n'a pas de population au niveau de son inhumation, qui va se passer ou qui est en train de se passer avant le ramadan, puisque vous savez que chez les musulmans, on ne peut pas retenir plus de 24 heures la personne avant de l'inhumer. Mais il n'y a pas de chamboulement particulier. Ce sont ici, je ne pense pas, les problèmes de personnes. Ici, c'est un problème d'institutions. Ce sont les institutions qui parlent. Donc, est-ce que l'Algérie souhaite avoir des négociations dans un cadre économique, dans le cadre de la régionalisation qui est cautionnée par l'ensemble du monde, ou alors nous allons continuer pour nos enfants, 30 ans encore, une guerre, une terreur, et nous vivons dans une paix de terreur, et c'est les enfants qui payent, qui sont nés, vous avez maintenant des enfants qui sont nés des deux côtés, et qui ont 40 ans. Exact. Qui ont 40 ans. Exact. Alors vous imaginez la tension dans laquelle ils vivent. Alors ça, c'est pas très bon pour l'idée du Maghreb. On veut créer des États fantoches, des États SDF qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas viables économiquement. Alors, que voulez-vous faire avec un État? C'est une épine sur les talents d'Échille d'un coureur. Ce n'est pas possible. Et l'Algérie qui souhaite avoir le regroupement, et vous voyez un peu, c'est exactement comme si les Kabyles demain demandent la séparation, et ils l'ont demandé à l'ONU, et vous voyez la réaction du Maroc, il soutient les Kabyles. Alors où est-ce que nous allons? Alors c'est une réponse du berger à la bergère, mais le Maroc n'aurait jamais fait ça. Mais il le fait pour que l'Algérie puisse comprendre au niveau international que lorsque vous faites une mutilation d'un territoire, il y a des conflits forcément entre les familles qui sont partagées entre les deux frontières. Que faire? Alors pour le moment, au niveau international, il n'y a absolument rien. Je veux dire, la presse, rien. À part les pays qui les reconnaissent, il y a peut-être, 18 pays qui les reconnaissent, qui ont renvoyé l'Orléans, mais pas plus. L'événement de Mohamed Ali est beaucoup plus important au niveau mondial. Mohamed Ali, c'est autre chose. Là, oui. C'est un homme de paix, un homme de dialogue, un homme surtout un homme croyant et d'une manière assez forte qui a montré au monde, qui a parlé au monde sur l'égalité, surtout l'égalité des Noirs, et qui a montré au monde comme quoi nous sommes tous égalitaires. La question qui se pose, c'est quelque chose qui m'interpelle. Récemment, le Maroc, par l'intermédiaire de Sa Majesté, a multiplié les partenariats autres qu'européens à l'Inde, à l'Union soviétique, en Chine, au Moyen-Orient et bien d'autres qui sont prévus. Comment tu vois ce changement, ou bien c'est une continuation, ou bien c'est une diversification de la politique marocaine et surtout économique à l'international? Écoutez, le Maroc n'est marié avec personne. Le Maroc, il a sa propre politique, il voit ses propres intérêts. Il a compris que dans la diplomatie, il faut diversifier. Il a diversifié sa monnaie, il diversifie aussi ses partenaires. Lorsqu'il a vu que les États-Unis d'une façon déguisée à travers un secrétaire général qui est devenu infusible en donnant un changement brutal, c'est ce que Sa Majesté disait, voilà, ils nous ont trahis, quand on se tourne, ils nous ont mis un couteau derrière le dos. Il a donc diversifié automatiquement en disant, écoutez, j'y vais d'abord voir la Russie, qui est devenue un acteur extrêmement important dans le Moyen-Orient, sans tenir compte des Américains qui n'ont pas pu résoudre le problème de base qui est israélo-palestinien, mais qui est sorti de son lit et qui a débordé sur les autres villes avec le terrorisme, avec les changements de la configuration de la carte. Et comme disait un peu Bismarck, c'est avec la géographie qu'on fait de la politique d'un pays. Le Maroc s'est tourné également vers la Chine. Donc ce sont deux points lourds dans le Conseil de sécurité. Il s'est tourné vers l'Inde en défendant l'Afrique. Il s'est positionné financièrement et au niveau des mines
donc au niveau de l'Afrique, et c'est une excellente initiative, ce qui fait que ça a bloqué un petit peu les éléments perturbateurs de rechanger les paramètres de l'initiative marocaine qui est ce qu'on appelle la régionalisation, pas avancée, mais la régionalisation avec une autonomie totale au niveau en dehors des aspects régaliens. Bon, donc le Maroc a raison de développer une vision plus, je dirais, d'économie politique, diplomatique, mais aussi surtout politique, parce que le Maroc a compris avec son expérience que la mutation de la société répond à la mutation des changements de la vie, les changements au niveau des relations internationales et au niveau même des Nations Unies, ce qui a posé des problèmes. En tout cas, il a compris que c'est la fin, la biodégradabilité du Polisario ou de l'état de la race. Il a compris que c'est la fin également des sociétés salariales, mais qu'on va vers des sociétés de type entrepreneurial. Il a compris que c'est la fin des rentes de situation politique, donc il développe la démocratie interne. Il a compris que c'est la fin des États mini-jupes, avec des petites tailles, et il a compris que c'est la fin des partis politiques qui sont conservateurs, donc il se met à la modernisation. Il a compris que c'est la fin des villes voyous, ou des villes ou des États voyous, mais c'est des villes entrepreneuriales et visionnaires. Et il a compris que c'est des États de droit et qu'on peut fonctionner qu'avavec un État de droit, mais pas un État de passe-droit. Exactement. Donc c'est normal que l'État marocain se défend. Et heureusement qu'il y a Sa Majesté Mohamed VI qui est à la tête de l'État, qui est donc jeune, qui est extrêmement dynamique, qui écoute et qui intervient partout, et il est omniprésent, il est omniscient, parce que les gouvernements ne peuvent pas tout faire, et il a cette puissance de frappe, et il est extrêmement écouté comme un leader, disons, mondiaux, qui fait son travail. Et donc la première vision qu'il a, ce n'est pas les autres pays, c'est d'abord l'intérêt principal de son pays. Le reste, c'est du folklore. Le reste, ils peuvent faire on change les paramètres, mais on ne change pas les fondamentaux. Les analyses aujourd'hui, en termes politiques, sont d'ordre systémique, mais pas paramétrique. Justement, Voilà. il y a une actualité qui est assez importante. C'est le cas j'en suis convaincu que tu fais partie des gens qui l'ont défendu depuis un certain temps et qui pose un réel problème maintenant. Donc, on est aux portes des grandes vacances, hein, après le mois de Ramadan. Les MRE sont déçus, et ça, je le dis d'une manière forte. Oui, absolument. Suite à cet acharnement contre leurs droits, et par l'intermédiaire, je ne vais pas dire tel ou tel, mais par l'ensemble, soit de la classe politique, soit bien sûr des organismes qui soi-disant défendent les intérêts des CMRE, sont déçus par rapport à leur droit de participer à l'élection législative prochaine. Donc ce droit qui est inscrit dans la Constitution, pour quelle raison ce droit est boycotté? Pour quelle raison on n'écoute pas cette diaspora marocaine à l'étranger, et notamment en France, avec ses compétences, avec ses valeurs ajoutées, et ce capital immatériel que Sa Majesté n'a pas cessé de le défendre, et surtout avec cette reconnaissance internationale par rapport à ses compétences dans leur pays d'adoption? Nous comprenons guère de cette marginalisation sur l'aspect politique. Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que les gens ne veulent pas entendre parler des MRE que pour leur portefeuille et leur participation économique? C'est vrai, vous avez raison. Dans la démocratie, c'est une grande école de compréhension humaine et de conflit. Il y a des intérêts, il y a des classes, et le Maroc est passé de la lutte des classes à la lutte des places. Et là, moi, je pense que la faute et l'erreur, depuis le 6 novembre 2002 ou 2003, lorsque Sa Majesté a parlé de deux choses essentiellement, et nous allons en parler dans la radio. Un, c'était l'institution de la communauté marocaine, un organisme qui doit, avec la participation de l'ensemble des partis politiques, défendre les intérêts de nos concitoyens qui ne sont pas des franco-marocains, mais qui sont, ou franco-mondiaux, des MDE, c'est-à-dire il y en a beaucoup, il y a presque maintenant 7 millions
qui sont dehors, mais si nous ajoutons les autres pays, il y a presque 10 millions de Marocains qui ont la double nationalité, autrement pas facilement, italienne, espagnole, américaine, émiratique, etc., ou africaine parfois, qui sont... alors ceux-là, ils doivent être considérés comme des Marocains à part entière. Le monde entier ont des représentations au niveau de leur deuxième chambre, sinon la première chambre. Je pense à la Mauritanie, je pense à l'Algérie qui organise, je pense à la Tunisie, ceux qui sont proches de nous, ont des représentations. Donc moi je porte la responsabilité, en dehors du discours de Sa Majesté, qui leur a dit il faut trouver leur place. Et les deux, donc je me rappelle du 6 novembre 2002 ou 2003, avait dit la problématique à résoudre les MDM, les Marocains du monde, et la deuxième, c'était d'avoir, comment on appelle ça, l'IMDH, pas l'IMDH, pardon, la communauté marocaine, il y a un institut ici qui est géré par CME, le CCME. CCME, voilà, pardon, j'ai oublié, CCME. Bien, maintenant, les Marocains sont déçus, pour tous, sans exception, parce qu'ils n'ont plus de visibilité pour leurs enfants. Ils ne veulent plus être considérés simplement comme des porte-monnaies ou comme des portefeuilles. Un État moderne, c'est celle qui partage avec des règles démocratiques le pouvoir et qui aussi partage l'économie. Ceux-là, ils ont droit de vote. Bon, le Maroc, je ne sais pas pour quel type de raison, ils ont cru que c'était des barbus. Ils ont donc cette expression ou cette, comment on appellerait ça, une vision avec des lunettes des années 60, de voir que l'aspect sécuritaire de la chose. C'est-à-dire, il y a des islamistes qui risquent de prendre le pouvoir, etc. Mais pas du tout. Ils doivent être intégrés. Nous avons le PJD qui s'est intégré comme un parti et qui maintenant, il y a un code de parti politique. C'est un parti comme un autre, même si parfois il utilise quelques expressions religieuses dont il n'a pas le droit, ni de faire une affiche avec une mosquée, etc. Il n'a pas le droit. Les partis politiques ici sont laïcs. Personne n'a le droit de prendre une expression, de faire une fatwa. Là, nous sommes dans un régime qui est malikite et que toutes les fatwas doivent être faites par le roi et par un conseil scientifique, un conseil scientifique religieux. Bien, alors ils sont déçus, tout le monde, et je sais pas quelle est la sortie, parce que maintenant ils ont commencé à penser qu'ils ne vont plus redonner leur argent. C'est quand même 85 milliards de monnaie qu'ils rapportent au Maroc. C'est la première devise, c'est plus que l'OCP. Alors imaginez si demain quelqu'un arrive à retrouver une ceinture de sécurité idéologique en disant n'investissez pas au Maroc, je pense que le Maroc passerait donc dans une étape de négociation. Mais le problème des immigrés, c'est qu'ils ne peuvent pas se rassembler. C'est un gros problème. Non, si vous le permettez, la question ce n'est pas que les Marocains à l'étranger ne peuvent pas se réunir. La question, y a-t-il un organisme, et notamment le CCME, et là j'appelle Sibossouf d'une manière directe, y a-t-il matière, d'une manière claire et nette, avec force, qu'on organise 3 ou 4 grandes réunions, un en Europe, un aux États-Unis, un au Moyen-Orient, et qu'on regroupe ces Marocains, et on discute avec eux, et on leur propose des idées, et que le CCME le propose au chef de gouvernement et à Sa Majesté, moi je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus. Mais si on continue à jouer le rôle d'appuyer tel contre tel et de faire venir tel contre tel, je pense que c'est le contraire qui doit se faire, c'est que le CCME doit se déplacer chez les Marocains à l'étranger et de s'expliquer avec eux et de leur donner la voix pour comprendre la réalité de l'affaire et de proposer aussi des solutions. Il y a des exemples qui sont bien réussis. Le cas de la Tunisie. Le cas de la Tunisie, les Tunisiens participent et votent chaque année, chaque fois. Mais comment ça se fait un pays comme le nôtre et un pays où les Marocains sont attachés d'office par rapport à leur marocanité, parce que le Marocain est toujours Marocain, qu'on le marginalise de cette nature? Vous avez parfaitement raison. Il y a la responsabilité du CCME, qui n'a jamais fait de proposition, alors qu'il est né pour ça. Il y a aussi une autre responsabilité d'un ministère qui ne faut absolument rien, et qui fait du folklore, c'est le ministère des MRE. MRE. C'est ça, du ministère donc là, il doit les défendre. Moi, je me rappelle, j'étais un peu le conseiller, je m'excuse de le dire, et j'avais écrit un rapport pour Searsman.
Oui. Et c'est Asman, quand il y avait le Premier ministre Abdelrahman Liosfi, je lui avais fait un rapport positif avec le monsieur qui vit en Allemagne, qui est professeur d'université, mais qui avait aussi la présidence qui a été contestée par la suite, qui s'appelle Sichel Shira. C'était très important. Et nous avons été le voir. Et il a téléphoné à Abdelrahman Liosfi pour lui dire que la gauche doit le soutenir. Et on devait écrire une lettre donc à Sa Majesté pour passer par la voie parallèle. Mais malheureusement, tout a été chamboulé à la dernière minute parce qu'il y a des forces qui sont incultes qui n'ont intérêt à ce que les RME ne participent pas. Justement, c'est ce point-là qu'on cherche à faire sortir à jour. Hein, donc alors il y a forcément les partis politiques. Alors les partis politiques aujourd'hui souffrent tous sans exception. Ils sont abandonnés par les intellectuels. Les intellectuels ne rentrent pas parce que dans les partis politiques, il n'y a pas de démocratie interne. Et là, la conséquence, c'est quoi? Les individus restent, parce que quand on fait doubler un militant qui a 20 ans par quelqu'un qu'on met ministre et qu'on lui fait une peinture d'un parti politique, à la dernière minute, une génération spontanée, tous les militants qui sont dans les partis politiques partent. Ils se disent, écoutez, quand on nous appellera, ils nous donnent n'importe quel type de couleur. Ce qui fait que la notion de parti politique n'existe plus maintenant. C'est devenu des clubs familiaux et des clubs de... Et vous avez même une régression qui s'est passée depuis 15 ans, depuis Abdelrahman Liosfi. Vous avez des gens maintenant qui sont élus avec, comme le Stiqlal, c'est une régression. Vous avez quelqu'un qui n'a pas de diplôme, vous avez le PJD, vous avez aujourd'hui ce qui est encore plus grave, avec quelqu'un qui a une brevet, qui n'a pas de vision et qui n'a pas de... C'est le PAM, qui est important. Les gens sont choisis, c'est une seule liste, c'est un individu. Il n'y a aucune démocratie interne. Et ça, c'est un problème important. Et en plus, ils n'ont même pas mis quelqu'un avec eux à l'intérieur, je dirais, du bureau politique, qui représente l'ensemble. Et pourtant, il y a eu des mouvements en France et un peu partout, des différents représentants des différents partis politiques. Alors, en résumé, si je dis bien, la politique marocaine aujourd'hui, soit elle peut être un tremplin, soit elle peut être une contrainte. Si c'est une contrainte au niveau sociétal de faire intégrer un certain nombre de Marocains qui ont donc une nouvelle vision de la mondialisation et qu'on ne veut pas les intégrer, je ne parle pas des gens qui sont incultes. Parce que le Parlement marocain, comme le Parlement algérien, il y a presque 58% de gens qui sont illettrés. Alors si à ce moment-là, il n'y a que des illettrés, que les partis politiques sont abandonnés par les intellectuels, le Maroc ne mérite que ce qu'il a. Et dans ce cas de figure, ils n'ont qu'à changer. Et moi, je ferai une proposition. Si les praticiens, les hommes bouchkara, ont de l'expérience plus que les intellectuels, ils n'ont qu'à les mettre au gouvernement pour faire l'essai. Alors ça, c'est une contrainte pour eux de pouvoir... les partis politiques sont incapables de pouvoir intégrer un nouveau sang. Et c'est familial. Je vis au Maroc et je le vois tous les jours dans tous les partis politiques. Malheureusement, c'est le cas que ça se traduit chez nous ici. Voilà. Et la deuxième chose, je te termine juste l'idée, ça c'est la contrainte au niveau sociétal. Au niveau de la seconde, c'est que la société ou le parti politique qui est donc un outil de la démocratie doit être un véritable tremplin. Et là, il doit imposer sa propre culture, il doit être un réservoir de potentialité, il doit être l'expression des capacités collectives, il doit avoir des ressources individuelles au niveau de toutes les organisations. Et la culture en soi, ça doit anticiper, contrôler les efforts du possible. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le management. Donc la culture est très importante pour pouvoir le changement. Et s'il n'y a pas de changement, on risque d'avoir des profils un peu bas à la dernière minute parce que le Maroc, il ne fait pas sa politique avec la queue d'une manifestation. Il ne fait pas sa politique en fonction du poids des élus. Et aujourd'hui, ce que les gens cherchent, par n'importe quel moyen, c'est d'avoir le maximum de poids, mais ils s'en foutent. C'est leur dernier souci d'avoir des intellectuels. Et je vis au Maroc et je le vois dans le truc parce que je suis militant de la société civile. Merci. Écoutez, سلفكك تبارك الله عليك وعشرة مبروكة وكل عام وانت بخير وانت والعائلة ديالك. Sachez-le
que notre combat intellectuel et économique et diplomatique et de la société civile partout, hein, ça continuera encore davantage et avec force. Et ça, on le dit, on le répète d'une manière assez importante parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont derrière nous. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pousse derrière et qui croit à ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, il y a quelques brebis galeuses à qui on leur dit d'y ce dernier sketch. J'espère que tu restes en ligne pour l'écouter. C'est un sketch qui est très très significatif. Hein. De M. Raymond Devos, parler pour rien, pour ne rien dire. Reste en ligne, s'il vous plaît. Je te dis juste deux petits mots. Je t'en prie. Il y a deux amis, Allah yarhamou, c'est Laski, oui. c'est Ahmed Laski qui était plusieurs fois ministre, et il y a un ami que je vois très souvent, qui est peut-être présidentiable au niveau de l'Algérie, c'est Ahmed Rouzali, bien sûr. Bien, qui me disait un jour, la politique c'est une roue qui tourne, et donc quand elle tourne, il faut simplement, comme tous les hommes politiques, avoir de l'espoir. Ça peut changer du jour au lendemain. Imaginez le printemps arabe. Qui a pensé à ce type de phénomène et qui a changé les constitutions, qui a changé le bouleversement de l'ensemble des pays et que maintenant, certains pays ont compris que parfois les pays changent, non pas avec un état de droit, mais c'est un rapport de force. Voilà. Reste en ligne avec ce beau sketch. Certainement, il va t'interpeller. Merci beaucoup. Reste en ligne, reste. On m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien, la preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Bon, maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien multiplié par rien égale rien, 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. Bon, allez. Parlons d'autre chose. Parlons de la situation. Tenez, parlons de la situation, sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Oui, c'est le cas, ربما سمعتي هذا السكتش. Très 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 bien, ça m'a fait rappeler notre jeunesse. Là, au niveau de la mondialisation, rien n'est sacré. Exactement. Tout État, voilà, son silence est très parlant. Exactement, on essaie de le faire parler sous silence. Alors, voilà. c'est le cas qu'il me reste quelques minutes. Je te dis à très très bientôt. مرحبا بك أي وقت بغيت إن شاء الله لأنت ولا الإخوان بالإمري. Et sachez-le que Savinour continuera cette fois-ci avec force, Inch'Allah, avec d'autres partenaires à l'échelle internationale sur un niveau très élevé. Notre manifestation a bien réussi et nous sommes heureux. Et merci à vous et pour votre participation constructive. Et merci à l'Imri et merci à tous ceux qui croient au travail de la diplomatie parallèle.
Voilà, merci beaucoup également de m'avoir invité et bonjour et Ramadan Moubarak Saïd à tous les auditeurs dans le monde entier qui nous écoutent, parce que je sais qu'au moins à Internet il y a au moins 10 000 à 11 000 personnes qui nous écoutent après. Je ne sais pas combien de gens quelle est la masse qui nous écoute maintenant en direct, mais je sais que par certainement, il y a d'autres qui les écoutent assez après sur YouTube, hein, donc, et sur, bien sûr, sur les autres réseaux sociaux. Notre émission Arc-en-Ciel, il est dédié pour faire parler la vérité et avec des gens vrais. Et nous sommes heureux de le faire. Merci Sylve Kak et à très bientôt. Ramadan Karim. Merci beaucoup. Tabarakallah alayk et à bientôt. À bientôt. Merci bien. في هذه الأجواء الرمضانية الكريمة نقول لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، والشعب المغربي أينما كان رمضان كريم. قاعدة وقمة، وبلدنا المحبوب إن شاء الله سيكون دائما في المقدمة. وتحية صادقة لجميع المسلمين ببلدنا الثاني فرنسا. الثواني القليلة نقول لكم رمضان كريم، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله. تحية صادقة من عبد اللطيف الصدقي وليميسيون أرك-ان-سيل. Arc-en-Ciel.